Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Romain, Julien et Inès. Argent, fête, paillettes, leur vie semble facile. On va passer une soirée sans boire, sans fumer des cigarettes. Des grosses sommes d'argent que j'ai dépensées très rapidement. Donc Combien par exemple? 25 000 €. En combien de temps? 15 jours. Certaines personnes travaillent, d'autres dépensent de l'argent sans avoir travaillé avant. Moi, j'ai pas nécessairement envie de me battre. Mais l'histoire de cette jeunesse dorée est souvent teintée d'ennui et de mélancolie. Si j'avais eu moins d'argent, déjà, j'aurais pas eu la même vie. Parfois, je me dis peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que j'aurais plus de motivation. Quels sont les grands plaisirs que vous trouvez dans cette vie-là? Très bonne question. Très bonne question. Pas trop de plaisir. Le faire passer la vie, peut-être. C'est vrai qu'un jour, il faudra peut-être se calmer. Enfin, je pense. Le désespoir, c'est aussi un luxe. Il faut avoir le temps d'être malheureux. Et une solution pour ça, c'est de trouver un boulot. Hein. Oui. Vous y avez pensé? Je pense, oui. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous appelez comment? Jessica, Jessica. Vous avez quel âge, Jessica? 16 ans. Vous êtes déjà venue à une émission de télévision? Oui, Laquelle? les Dicom. Les quoi? Les Dicom, Les Dicom. sur la chaîne Comédie. C'était Ah, sur la chaîne Comédie avec dernière. Pierre Mathieu? Ouais. Ah, c'est mon copain. Ah. Vous avez bien assisté à une émission de télé? Ouais, c'est bien. Vous viendrez un jour nous raconter votre histoire? Ouais, À pourquoi 16 pas. ans, vous avez déjà une belle histoire? Bah, elle est terminée. Elle s'est terminée il y a pas longtemps. Ah, une histoire d'amour? Ouais, d'amour. D'accord, très bien, toute une histoire. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonjour à tous. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans toute une histoire. Chaque jour, nos invités viennent donc, après le déjeuner, nous raconter leur histoire passionnante et permettre à chacun de mieux comprendre sa propre histoire. Pour débuter toute une histoire aujourd'hui, voici notre première histoire. Nous allons découvrir l'univers d'Inès. Elle a 19 ans. Elle est l'héritière d'un chausseur chic et cher. Elle a tout, mais elle n'est pas heureuse. L'argent facile est-il dangereux? La face cachée de la jeunesse dorée, c'est le thème de notre émission. Tout donner à un enfant, ce n'est pas forcément lui faire un cadeau. Voici un portrait d'Inès. Elle est atteinte d'un syndrome peu connu, le désespoir de ceux qui ont tout. Parfois insomniaque, à force de vivre comme une somnambule, à force d'assister à mon existence qui ressemble à une publicité pour la vie, remplie de voitures, de résidences secondaires, d'appartements dans des immeubles haussmanniens de la plaine Monceau, de collections de tapis iraniens et de bureaux à cylindres du XVIIIe siècle. Le confort bourgeois. N'échapperai pas à cette abomination ordinaire, et c'est ce qui me plaît, l'ordinaire, le commun, notre univers social. Mes parents me nourrissent de compliments et m'abreuvent de louanges depuis l'enfance, régime n'imposant pas l'humilité. Je me sens de plus en plus prisonnière d'un cercle dont je suis le centre. Ne sachant plus ce que je désire, je veux une chose et son contraire. Intoxiquée à force de tirer sur le bambou de la nouvelle nouveauté à acheter, n'aspire plus ensuite à rien. J'appartiens sans me donner à cette génération de ceux qui n'ont ni soif de réussite ni de révolte. Lutter contre quoi? Lutter, mais nous ne sommes pas assez pauvres pour lutter. Incapable de faire de moi quelque chose de bien, j'ai fini par décider de me rendre encore plus détestable. Le plus jouissif dans cet exercice est de voir les autres s'attacher à cette fille hautaine et vaniteuse, hypocrite, désinvolte. Je me complais dans l'indifférence, dans la mollesse et la mélancolie, dans mes aveuglantes contradictions. T'avais envie de pleurer? Tant mieux, moi aussi. Je voudrais d'accueillir Inès sur ce plateau. Oh, venez Inès. Ça, c'est de la coiffure. Bonjour, enchanté. Asseyez-vous. J'aurais bien aimé faire pareil, mais j'ai plus assez de cheveux Oui. maintenant. Ouais. Ça vous a pris du temps, ça? Non, je me coiffe comme ça tous les matins. Ah bon? Oui. C'est une création personnelle? Ouais, c'est inspiré des années 60. Ouais, un peu Adams. Oui, Badam. ça me décrit tout à fait. Vous avez toujours envie de pleurer, Inès? Oui, Sur vous-même? oui. Qu'est-ce qui vous fait Pas sur pleurer? moi- Non, Non. Pas sur moi-même. Sur quoi? Chose en général. La vie en général, mais la vie, elle est dure pour tout le monde. Oui, je n'en doute pas. Sûrement. Vous avez l'impression parfois qu'elle est spécialement dure pour vous? Non, je pense pas. Je pense juste que j'ai le temps d'y penser. Parce que quand on est pris dans une machine, dans un travail mécanique, on doit se lever le matin, travailler, tout ça, on n'a pas le temps d'être malheureux. Et c'est vrai que le désespoir, c'est aussi un luxe. Il faut avoir le temps d'être malheureux. Et une solution pour ça, c'est de trouver un boulot. Hein. Oui, Vous y avez pensé? je ou... pense, oui. Pas tout de suite. Non. Ça me fait peur, ça aussi. Vous avez quel âge maintenant? J'ai 19 ans. Qu'est-ce qui vous rend triste dans la vie? Je pense pas que ce soit les choses, enfin qu'il y ait quelque chose qui me rende triste. Je pense que c'est une question de tempérament surtout. Vous êtes mélancolique? Oui, c'est plutôt ça, une question de tempérament. Et bon, c'est vrai que l'oisiveté aussi, ça laisse beaucoup de temps à l'introspection. C'est surtout ça, je crois. À 19 ans, on va à l'école, non? Enfin, on Oui, travaille. non, oui, on va à l'école, mais ça suffit pas. Ça suffit pas à remplir vos journées, Non. à vous occuper? Non. Comment ça se passe vos études? J'ai passé mon bac. Voilà, je viens de passer mon bac. Vous l'avez eu? Oui. Félicitations. Merci. Bravo Inès, vraiment. Voilà.
Vous diriez que vous êtes une enfant trop gâtée? Non, je pense pas que ce soit nécessairement lié à ça. Mais peu. c'est vrai. Non, moi, dans mon cas, c'est beaucoup, je pense, par rapport à mon enfance. C'est-à-dire quand on a une enfance aussi merveilleuse que la mienne, on a beaucoup de mal ensuite à s'en remettre. C'est vrai. C'est les choses. En quoi elle était merveilleuse, votre enfance? Je suis une famille de 3 enfants, on est très rapprochés, on est une famille très unie. Et c'est vrai qu'ensuite, quand ça s'arrête, quand on grandit, qu'on voit peut-être davantage les failles au sein de cette famille, c'est peut-être plus dur. Ça a commencé à être dur à l'âge de 13-14 ans? Non, un petit peu avant. petit peu avant même 7-8 ans. C'est vers 7-8 ans, vers l'adolescence, quoi. Oui, l'adolescence, 7-8 ans, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a dit à 7-8 ans? Non, mais voilà, j'avais commencé à comprendre peut-être certaines choses. C'est vrai que j'étais déjà très, très mélancolique à 7-8 ans. Donc je pense que c'est véritablement une question de tempérament. Et On a un aperçu du bonheur familial. Vous êtes au centre? oui, avec mes 2 petits frères. Ah oui. Précoce eux aussi, hein, on le voit à la moustache, évidemment. Oui. Ça représente quoi pour vous? C'est l'image du bonheur, ça? Ouais, on était très heureux. Le metteur en scène du documentaire dont on a Oui. aperçu un extrait disait en fait quand on a tout, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on a du mal à désirer, parce qu'on veut une chose, on veut son contraire, et finalement, on a du mal à désirer. C'est des forces qui s'annulent. J'ai demandé à Patrice Hubert qui est avec nous. Patrice, pardon, je ne l'ai pas vu. Patrice, vous êtes psychiatre, vous êtes intéressé de près à ce phénomène qui touche les gens aisés. Alors de quoi on parle aujourd'hui? De la capacité à être heureux, alors qu'on a l'impression que dans la vie, avoir tout suffirait à nous rendre heureux. Qu'en pensez-vous? Moi, qui ai un grand malentendu, on pense qu'effectivement les biens matériels ou la réussite scolaire dans d'autres registres garantiraient le bonheur. L'être humain ne se satisfait pas de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne compte pas, bien évidemment, ce serait stupide de dire que d'avoir de l'argent ou d'avoir des bons résultats scolaires serait une source de malheur. Mais ça ne suffit pas, et c'est ce que j'entends bien dans ce témoignage, c'est-à-dire que ça ne suffit pas et que d'écrire ce qui manque par ailleurs d'essentiel, les mots ne sont pas évidents à trouver parce qu'il s'agit d'un niveau affectif, premier ou secondaire, et qui n'est pas lié non plus à un environnement qui semble avoir été favorable. Enfin, c'est très compliqué. Et cette confusion qu'il peut y avoir entre avoir et être, une confusion de notre époque. Dis-moi combien tu as et je te dirai si tu es heureux. Et on oublie que avoir et être, c'est pas le même verbe. Le documentaire qu'on a vu était tourné il y a 3 ans. Vous aviez Oui. quel âge à l'époque? J'avais 15 ans. 15 ans, vous avez beaucoup de recul par rapport à ce que vous nous racontez. On va voir maintenant, puisque vous avez participé donc à ce documentaire dont on a vu un extrait, on va voir maintenant où vous en êtes aujourd'hui. Oui. Si ça paraît aussi détonnant, aussi surprenant, ce décalage entre effectivement ce monde de rêve dans lequel on a l'impression que vous êtes et ce sentiment de mélancolie profonde. Regardons. J'ai vraiment eu une enfance très heureuse et justement c'est encore plus désespérant parce que en ayant tout eu et en ayant tout même aujourd'hui, ça ne suffit pas à remplir une existence heureuse, quoi. Quand j'étais petite et que j'étais triste, mes parents étaient un peu désemparés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je pouvais être triste alors qu'on vit bien, on a des petits frères, qu'on est tous beaux, qu'on est tous au soleil, on va en vacances, tout ça. Et quelque part, c'est encore plus désespérant d'apercevoir que ça ne suffit pas nécessairement à être heureux. Quand on a tout, on ne sait plus trop quoi désirer, on veut une chose, son contraire, et finalement on ne désire plus rien. On entend toujours des gens nous dire qu'ils sont heureux parce qu'ils ont des parents riches, mais si n'importe quelle personne s'allonge un quart d'heure sur son lit et regarde le plafond, en un quart d'heure on se met à pleurer. Même les jeunes qui paraissent insouciants et qui sortent et qui dépensent de l'argent. En revanche, l'argent, ça permet d'occulter davantage, parce que n'importe qui, quand on passe une journée à faire du shopping et à dépenser de l'argent, on n'a pas le temps d'être malheureux. On remplace la tristesse par une frénésie de vêtements, frénésie de restaurants, enfin, ça peut changer. Récemment, c'était le shopping, ça a duré 2 semaines. C'est bon, je suis suffisamment de vêtements pour tout l'hiver et tout l'été. Je pense que je suis assez inconsciente et que j'ai pas nécessairement le sens des réalités, ça me fait pas peur. Certaines personnes travaillent, d'autres dépensent de l'argent sans avoir travaillé avant. Moi, j'ai pas nécessairement envie de me battre. Enfin, ni pour l'argent, ni pour le reste. Ça fait rêver quand on voit tout ça, quand même. Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux jeunes filles de votre âge, dont le principal but dans la vie, c'est de se dire qu'il leur manque une paire de chaussures jolies, à laquelle elles ont rêvé, et qu'elles pensent que ça va leur apporter tout le bonheur? Je pense que c'est de la connerie, tout simplement. Mais ce n'est que mon avis. Je suis pas... Ça vous apporte quoi quand vous faites ces frénésies de shopping dont vous parlez dans le reportage? Ça m'arrive très peu rarement. Ça m'est arrivé une fois cette année. Ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir ponctuellement, comme plein de choses peuvent me faire plaisir et m'apaiser, mais ça reste ponctuel. Vous avez conscience de tout ce que vous avez par rapport aux autres? Oui,
Et justement, c'est encore plus désespérant de s'apercevoir qu'on a peut-être beaucoup plus que les autres. Et que ça ne suffit pas, qu'on a beau avoir des plus, d'avoir des parents qui nous aiment et tout ça. Et bon, ça ne suffit pas. Vous avez l'impression d'être incomprise souvent? Non, pas nécessairement. Heureusement, ça m'arrive de moins en moins. Vous avez eu ce sentiment dans le passé? Oui, parce que c'est vrai que les gens demandent de quoi tu te plains, tu as tout. Mais on a du mal à répondre à ça. C'est dur de répondre à ça. Vous avez fait beaucoup la fête aussi? On va parler de ça dans la deuxième partie de l'émission. Un petit peu plus jeune, oui. À quel âge? À partir de quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans, vous pouviez sortir en boîte de nuit? Oui, j'avais le droit, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez trouvé en sortant le soir? C'est une façon d'oublier, comme d'oublier quand on lit des livres. C'est une façon d'oublier, de sortir de son existence. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre vie? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, tiens, cette activité-là, ça me procure vraiment un plaisir? Alors, la lecture, c'est pas vraiment votre vie. Une activité. Non, si, c'est une activité. Je parle là, c'est une vie un peu par procuration, surtout quand on rentre dans les histoires d'un autre. Dans votre propre vie, à vous, qu'est-ce que vous partagez avec d'autres? Quels sont les grands moments agréables? Il y a certaines personnes qui me font vraiment du bien, avec qui je partage des choses très, très bien. Mais c'est vrai que la littérature, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Dans un instant, vous nous expliquerez pourquoi vous vous sentez tellement désespéré en rencontrant d'autres personnes qui viendront sur ce plateau. En attendant, regardez ce qui vous attend dans la suite de cette émission. Dans un instant, l'histoire de Julien, une vie dorée où l'argent coule à flot. Si j'avais beaucoup moins d'argent, c'est sûr que je boirais beaucoup moins. Le budget alcool est très important, et surtout en soirée, ça coûte très très cher. Donc il faut pouvoir avoir les moyens de payer les bouteilles et l'alcool. Donc il faut beaucoup d'argent. Et aussi l'histoire de Philippe, il a retrouvé Corinne, son premier amour. C'était plus que simplement un coup de fil pour prendre des nouvelles, quoi. Non, je lui ai dit, si t'es encore amoureuse de moi, je suis libre. Je viens de divorcer, donc... Imaginez, 20 ans plus tard, ça doit faire drôle. Oui, je vous parlais d'amoureux juste avant de quitter. Alors, je vais aller encore plus loin, je vous parle d'enfants maintenant. Oui. Vous imaginez avoir des enfants un jour? Oui, très bien même. Ouais, je pense que c'est la seule chose, moi, qui pourrait véritablement me faire du bien. Je mets beaucoup d'espoir dans cette vie-là. Dans cet échange-là? Oui. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, qui a été très, très beau pour moi. Et c'est une chose que j'aimerais beaucoup transmettre, bien sûr. Vous voudriez donner la même éducation à vos enfants que celle que vous avez reçue? Oui. Je me tourne vers notre psychiatre qui est aujourd'hui sur notre plateau. Est-ce que les parents doivent culpabiliser quand ils ont beaucoup donné, quand ils ont eu l'impression de bien donner, et Inès a l'impression d'avoir bien reçu, et que malgré tout, leur enfant est malheureux? Par définition, sauf que quelques exceptions, les parents cherchent à donner le mieux qu'ils peuvent à leur enfant, à ma connaissance. Alors, à part les parents qui abandonnent leurs enfants ou qui les maltraitent, la plupart des autres cherchent à faire le mieux possible. Et personnellement, je les incite toujours à faire comme eux ils sentent, et non pas en fonction de prescriptions extérieures, comme malheureusement c'est souvent le cas, où il y aurait une sorte de recette du bien faire comme parent. Mais je crois que tout ce qu'on vient d'entendre, au-delà de la personne d'Inès que je ne connais pas, et donc au sujet de laquelle je me garderais bien de dire quoi que ce soit, mais pose un autre problème pour moi, qui est un problème très méconnu, qui est qu'il y a dans l'enfance et dans l'adolescence des états dépressifs. Ça existe. Et qu'ils sont méconnus, parce qu'on n'imagine pas ça. On s'attend à voir un adulte malheureux qui va être déprimé, ça on connaît à peu près, on identifie, encore que pas toujours. Chez l'enfant, chez l'adolescent, ça peut prendre des formes tout à fait différentes. Et c'est très méconnu. Et donc, ça n'a pas de rapport avec l'environnement actuel, les biens matériels, la qualité des parents. On peut aussi connaître des états dépressifs qu'on a beaucoup de mal à exprimer. Je trouve que ce qui est formidable, c'est qu'elle nous montre comment elle cherche une voie d'expression de ce qu'elle éprouve par le biais des images ou de l'écriture ou de la lecture. J'ai aperçu Sioran, qui est quand même un grand expert en malheur, et elle peut ainsi se figurer, on peut se figurer ce qu'on éprouve, qui est si difficile à témoigner. Parce que sinon, si on le dit à ses proches qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour vous, c'est très difficile de dire « Attendez, je suis malheureux », mais comment ça, avec tout ce qu'on a fait? D'autres jeunes gens comme vous, évidemment, mais différents, puisque chacun est différent, je le répète, on n'est pas en train de mettre les gens dans le même paquet, évidemment, sont un peu étourdis par l'argent facile. On va découvrir ensemble l'univers des nappies. Alors comprenez Neuilly, Auteuil, Pereire, Passy, qui sont des quartiers chics de la capitale. Tout ce luxe, la plupart en rêvent, eux l'ont déjà dans leurs armoires. Bienvenue dans le monde éclatant de la jeunesse dorée. Son terrain de chasse favori, les quartiers chics de la capitale. C'est là que Charlotte et Véronica aiment faire leur shopping. Nous, on aime bien être classe. Les accessoires, on aime bien de marque. Dolce & Gabbana, Dior, Chanel, Gucci.
on aimerait, quoi. Oui, ce sont des jeunes qui ont comme modèle, pour être, il faut avoir. Et donc plus j'ai de l'argent, des objets, des belles voitures, des fringues, etc., plus je suis quelqu'un qui existe. Quand j'ai par exemple un bon bulletin, j'ai droit à un petit sac ou quelque chose, un petit vêtement de marque. Les marques, un mot-clé dans le vocabulaire de ces jeunes que l'on surnomme les nappies. Nappies pour Neuilly, Auteuil, Pereire et Passy, les quartiers huppés qu'ils fréquentent. C'est aussi la contraction de happy et unhappy. Comprenez heureux et malheureux. Et ça retrace à travers ces deux termes le côté sale gosse, on s'amuse, on dépense de l'argent, et de l'autre côté, le désespoir de ceux qui ont tout, c'est-à-dire le fait que on a tout, donc on n'a plus grand-chose à conquérir, on n'a plus de raison de se battre, quoi. Et donc tombe dans une spirale d'autodestruction. Une autodestruction qui passe notamment par la drogue. L'argent facile donne accès aux substances les plus dangereuses. Ils sont plutôt à la recherche d'une sorte d'excitation sensorielle procurée éventuellement par des produits extérieurs, c'est-à-dire des drogues comme la cocaïne, des dérivés des amphétamines, bref, des produits qui ont plutôt pour fonction de donner le sentiment de toute puissance qui vient accréditer l'idée qu'ils sont quand même assez admirables, une sorte de surhomme ou de surfemme. Un sentiment de supériorité qui les pousserait donc à aller toujours plus loin, souvent même jusqu'à l'excès. Ça peut aller très loin, quoi. Surtout quand on commence jeune, on a difficilement du mal à s'arrêter. Je vous pose une question, on vous a aperçu dans ce reportage, Patrice, on vient de vous entendre. Pourquoi ces jeunes gens, alors je généralise pas encore une fois, ont-ils besoin de se sentir des surhommes ? Non, c'est le besoin d'exister, sentiment d'existence, qui est si difficile à acquérir quand on est adolescent, déjà de manière ordinaire, parce qu'on l'obtient par le regard des autres porté sur soi, par le regard qu'on porte soi-même sur soi, qui est souvent négatif pendant tout un temps, et on cherche à ce moment-là à le transformer de manière plus positive. Et un des moyens, on l'a vu là et on l'a entendu avant, ça va être des recherches d'excitation, de remplissage par l'extérieur. Certains, ça va être par l'alimentation, les autres, ça va être par les achats, les autres, ça va être par des produits toxiques, ça peut être par le sport l'excitation, aussi, par la danse, par le sport extrême. Bref, il y a quantité de moyens comme ça qui vont viser à donner un sentiment d'existence à son corps et à soi-même. À présent, je vais vous parler d'une nouvelle histoire. L'histoire de Romain, il a 18 ans, il fait partie lui aussi des nappies, ses enfants issus des quartiers chics de la capitale. Romain, lui, est surtout Auteuil, et ses journées sont loin de ressembler à celles de ses congénères. Le 16e arrondissement de Paris, voici l'univers de Romain. Il vit et sort uniquement dans les beaux quartiers de la capitale. Cocon doré de cette jeunesse pour qui l'argent n'est pas un problème. Totalement. Alors, je me suis réveillé à 8h. Je me suis couché. Je me suis couché à 8h. Tous les jeunes dans le 16e, je pense qu'ils vivent à peu près la même vie. C'est vraiment, on sort de chez nous, on va boire un verre, après on va dîner. Ensuite, souvent on va reboire un verre encore, puis la plupart du temps on finit en boîte. C'est plutôt ça ma vie. Limite on se fait chier par moment. Lorsque Romain sort, c'est dans les endroits branchés de la porte d'Auteuil, le golf, les bars et restaurants, tout cela a un coût. 40 € le repas, 200 € la bouteille en boîte de nuit. La journée revient vite chère, surtout lorsqu'on a 18 ans. Pour l'instant c'est ma mère qui me finance, qui me paie tout, elle couvre les découverts. Et là, je pense, en ce moment, elle commence à en avoir marre. Parce que je fais rien. Et donner de l'argent alors que je fais rien, elle les a un peu là. Ma mère, elle sera pas toujours là pour moi. Il faudra bien que je me débrouille plus tard. Et que je trouve un travail par moi-même, que je gagne de l'argent par moi-même. Et ça commence à être angoissant. Si j'avais eu moins d'argent, déjà, j'aurais pas eu la même vie. Parfois, je me dis peut-être que ça aurait été mieux. Peut-être que j'aurais plus de motivation à me battre, à trouver du travail, à trouver... Je pense, si j'avais eu moins de privilèges. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Sarah. Enlevée par son père à l'âge de 7 ans, elle n'a pas vu sa mère pendant près d'1 an. Au bout de 10 mois, on arrête de se poser des questions, on se dit peut-être que les autres ont raison. Ma mère m'a abandonnée, elle est partie. Vivre sans ses enfants, sans savoir où elles sont, ce qu'elles deviennent, c'est pas une vie. Et aussi l'histoire de Stéphane, son ex-femme est partie vivre à 12 000 km en emmenant son fils qu'il n'a pas revu depuis 2 ans. C'est tout petit, c'est dérisoire, mais ça m'a fait trop plaisir quand je l'ai reçu. J'ai très mal parce que ces années-là, on me les prend
je les retrouverai pas, quoi. Ou encore l'histoire de Nathalie qui se bat pour récupérer ses enfants enlevés aux Philippines. Si je ne croyais pas en leur retour, alors je les laisserais tomber, j'aurais l'impression de les abandonner. Valérie, enfin, nous racontera son histoire. Elle a accouché de son 3e enfant sur un stade de foot. J'ai eu un petit peu de la panique, parce qu'il est arrivé quand même avec le cordon autour du cou. T'es tout bleu. C'est normal pour un môme qui aime le foot d'être tout bleu. Je vous demande d'accueillir Romain, s'il vous plaît. Donc pas de Romain. Donc pas de Romain. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va demander à Julien de venir nous rejoindre. Alors venez Julien. C'est vous Julien, pardon, excusez-moi, venez avec Julien. Pas de souci. Excusez-moi, je vous applaudis. Bonjour. Enchanté. Moi de même. On a eu toutes les difficultés à trouver Romain, mais enfin je pensais qu'on avait mis la main sur ce jeune homme. On a eu plusieurs fois au téléphone. Il est peut-être perdu, on ne sait pas. Ouais. Enfin, entre la porte d'Auteuil et le siège de France Télévisions, il doit y avoir au moins 2 kilomètres. C'est pas le même quartier. C'est pas le même quartier, oui, pour vous, c'est pas le même quartier. Qu'est-ce qui lui est arrivé, à votre avis? Vous l'avez vu au téléphone, vous? Moi, non. Moi, non. On l'attend toujours. Vous sortez beaucoup avec lui? Vous avez l'habitude? Tous les soirs. Tous les soirs? Ouais. Vous étiez avec lui hier soir? J'étais avec lui hier soir. Ouais. À quelle heure vous l'avez couché, Romain? Aucun souvenir. Ah bon? Je suis rentré sans Romain. Ça, vous en êtes à peu près sûr. Il était quelle heure? 6h30, 7h. Ah ouais. Vous avez quel âge, vous? 22. Ouais, belle énergie quand même, hein? Ouais, on essaye. Pas trop fatigué? Légèrement. Légèrement, le début de journée est très dur pour nous. Vous vous levez plus tôt le matin, vous? Que Romain, je veux dire? Non, plus tard. On a fait un effort pour venir chez vous. Ah bon? Oui. Vous levez à quelle heure d'habitude? 18h. Ah ouais. Et vous vous couchez, vous vivez la nuit, quoi? Ouais. Enfin, en fin de journée. Ouais. Enfin, début de journée pour moi. Quels sont les grands plaisirs que vous trouvez dans cette vie-là? Très bonne question. Très bonne question. Pas trop de plaisir. Le faire passer la vie, peut-être. C'est un peu lourd, parfois. Vous avez l'impression de vous ennuyer? Ouais, légèrement. C'est très répétitif. Lever, il fait nuit. Coucher, il fait jour. Décalé par rapport à tous les autres gens. Je sais pas. Ça peut tenir longtemps, ça? Bah, la preuve. 22 ans, c'est encore un peu jeune, hein? Comment? 22 ans. Bah, ça fait déjà 8 ans que je fais ça. Donc c'est assez fatigant au bout d'un moment. Comment vous faites pour aller en cours le matin? Enfin, je veux dire l'après-midi. Je vais plus en cours depuis l'âge de 17 ans. Et Romain? Romain, il va de temps en temps. Quand il arrive à se lever, bien sûr. Vous avez une idée de ce que vous voudriez faire plus tard? Ouvrir un restaurant à la porte d'Auteuil. C'est vos parents qui vous aident? C'était mes parents qui m'aidaient, qui m'aident toujours un peu parce que maintenant je suis parti de chez eux. Donc de temps en temps, des amis qui ont des restaurants, on les dépanne pour pouvoir sortir après, un petit billet, et puis on ressort. C'est-à-dire que vos parents vous donnent moins d'argent qu'autrefois? Beaucoup moins. Beaucoup moins. S'ils n'ont plus les mêmes moyens qu'avant, et donc ils en donnent beaucoup moins par la levée. Ils n'ont pas eu envie un peu de couper les vivres aussi ou... Ah, ils m'ont coupé les vivres à un moment, quand je suis parti de chez ma mère, vu que mes parents sont divorcés. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Pourquoi ils vous ont coupé les vivres? Parce que j'ai peut-être un peu trop abusé. J'ai pris de l'argent sans avoir l'autorisation de le prendre, peut-être. Des grosses sommes d'argent que j'ai dépensées très rapidement. Et donc, combien, par exemple? 25 000 €. En combien de temps? 15 jours. Alors 25 000 €, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent, hein? Ça fait 150 000 francs. Et comment vous avez dépensé tout ça? Taxi, restaurant, boîte, verre, vêtements. J'en reviens pas de cette somme quand même, c'est hallucinant, quoi. Vous-même, quand vous... Aujourd'hui, oui, moi aussi, avec du recul maintenant, c'est vrai que moi, ça me choque. C'est extravagant, vous comprenez que les gens soient étonnés? Ah oui, c'est sûr, oui, ma mère aussi était étonnée. Mais il est drôle. Moi, ma mère dit sauver par l'humour dans ces cas-là. Oui, bah, c'est ce que j'essaye de faire. Mais non, je sais pas, c'est vrai qu'une somme comme ça, c'est énorme. Maintenant, avec du recul, j'avais 17 ans quand j'ai fait ça. Avec du recul, c'est vrai que c'est une très grosse somme d'argent si je l'avais aujourd'hui, parce que je l'ai remboursé, bien sûr. On va essayer de découvrir un petit peu mieux votre vie nocturne, ce à quoi ça ressemble. Je pense que ça peut être assez curieux parfois quand on habite dans la France un peu éloignée des grandes villes, de voir comment ça se passe la nuit, donc avec Romain qui devait être avec nous, qui s'est couché d'après mes informations à 8h ce matin. Ouais, approximativement. Approximativement, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, qui s'est perdu à mon avis sur le pont du Garigliano. Peut-être tombé dans la Seine, j'espère que non, le pauvre en tout cas. Ouais. Donc Romain, le jour qui est un garçon très bien élevé, très gentil,
Comme tout le monde. Oui, pas comme tout le monde. Enfin, je trouve que c'est un garçon assez agréable, de ce que j'en ai vu dans le reportage, un homme chic et branché, qui aime profiter de la vie. Romain Lannuy, c'est toujours un jeune chic et branché comme sa maman le souhaite, mais qui souvent dérape. Alors la question, c'est est-ce que c'est lié à son éducation? C'est toute la question. Pour Romain, les vacances sont synonymes de sortie entre amis et tous les soirs, c'est le même programme. Ça commence toujours par un resto, de préférence branché. Je pourrais pas être resté dans la semaine, un mardi soir, chez moi, sans rien faire. Là, je pète un câble parce que je serais dans mon lit et j'imaginerais mes amis qui sont en boîte, qui s'amuseraient. Et là, je peux pas. Je suis obligé de sortir, je vais les rejoindre. Je pourrais pas passer une soirée sans boire, sans fumer des cigarettes, sans... ça, je pourrais pas. Je pense que c'est horrible de dire ça, mais je m'amuserais pas. On est tous pareils. Hein. Non, par contre, ceux qui s'amusent sans tout ça, franchement, je les respecte. Je les vois s'amuser alors qu'ils sont même pas bourrés, ils ont même pas un verre dans le nez, même pas ils fument. Je fais, ouais, tant mieux. Hein. Mais moi, je suis pas comme ça. L'alcool, ingrédient indispensable pour passer une bonne soirée. Pour ces jeunes, en tout cas, il est difficile de s'en passer. J'ai déjà essayé d'arrêter, où j'ai fait des pauses, arrêter de sortir pendant quelques mois, de reposer aussi le compte en banque par la même occasion. Et puis un jour ou l'autre, le vice est toujours là, quoi. Si j'avais beaucoup moins d'argent, c'est sûr que je boirais beaucoup moins. Le budget alcool est très important, mais surtout en soirée, ça coûte très très cher. Donc faut pouvoir avoir les moyens de payer les bouteilles et l'alcool. Il faut beaucoup d'argent. C'est clair que si j'étais pas né dans le 16e, si j'avais pas vécu dans le 16e, j'aurais pas vécu tout ce que je vis là. C'est-à-dire les sorties, les boîtes, l'alcool, même la drogue. La drogue, en boîte, il y en a partout. Même si on n'y touche pas, on le voit, on observe, il y en a partout. Drogue, alcool, tabac. Aujourd'hui, Romain est conscient qu'il vit dans l'excès. Il sait aussi qu'un jour, il devra mettre la pédale douce. D'un côté, je me dis que j'ai de la chance. D'un côté, je me dis... je réalise pas trop. Qu'est-ce que vous dites, vous, Julien? Je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'un jour, il faudra peut-être se calmer. Enfin, je pense. À quel âge vous avez commencé à gagner un peu votre vie, à travailler à droite à gauche pour subvenir à vos besoins, puisque vos parents avaient coupé le courant? Presque 19 ans. Enfin, je suis resté 2 ans à vraiment rien faire du tout, quoi. Et travailler, vous avez réussi à prendre le mouvement? Ah non, au début, c'est impossible. J'ai l'habitude de me faire servir et de servir les gens, c'est assez difficile. Les premiers jours, j'ai dit, ouais, j'arrête, c'est pas pour moi, je le ferai jamais. Et puis en fin de compte, j'y suis resté, puis de temps en temps, c'est agréable d'être de l'autre côté, quoi. On a beaucoup parlé d'alcool, on parle de drogue en 2 mots. Qu'est-ce qui vous paraît le plus dangereux, vous? De ce que vous voyez autour de vous, je sais pas, je connais pas votre expérience personnelle. Hein, ouais, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. La drogue, l'alcool. L'alcool est une drogue aussi, il y a une dépendance. Peut-être moins forte, mais il y a une dépendance aussi. Vous nous confirmez ce que disait Inès, c'est quelqu'un qui en cherche, en trouve? Ah ouais. C'est facile à trouver? Un coup de fil, quoi. On va accueillir quelqu'un qui est une grande spécialiste de la nuit. Alors, c'est pas tout à fait votre génération, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est aujourd'hui encore au top niveau. Une grande artiste. Je vous demande d'accueillir Régine, s'il vous plaît. Je suis une grande myope. Bonjour Régine, comment allez-vous? À quel âge avez-vous ouvert votre première boîte de nuit? Écoutez, les boîtes de nuit, mon père avait un café-restaurant à Belleville et disons que la clientèle me plaisait moyennement. Donc j'avais envie d'avoir une clientèle à moi. Un peu comme Julien? Avec un petit Judas et je pouvais choisir comme ça les têtes qui me plaisaient. Ouais. Et en principe, les gens qui se prenaient justement pour des gens importants, je les foutais dehors. Oui. Comme ça, ils me faisaient beaucoup de publicité. Ils disaient quand même cette fille... Vous avez fait ça avec Yves Monzi notamment, c'est une vulgaire, épouvantable. Et comme ça, le bruit se répandait dans Paris. La porte était fermée, il y avait le tapis rouge, et je les empêchais de rentrer. Oui. Et c'est extraordinaire comme ça a marché. Complet. Pendant 3 mois, c'était vide, mais c'était formidable. Ah oui, alors ça, c'est le CQFD. D'accord, mais ça, c'est une politique à long terme. C'est se dire, je vais souffrir pendant 2-3 mois, mais après, ma réputation sera faite, dans le bon sens du terme. Vous savez, c'est pas un long terme. Non, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ce que j'ai vu, là, moi, j'ai un bon... Un truc? Oui, j'ai un bon truc. Je peux les envoyer travailler dans notre groupe SOS, hein, ah oui. Où il y a vraiment beaucoup de travail. Et ils vont effectivement rencontrer des gens
des jeunes extrêmement malheureux, très maltraités par la vie, mais aussi des gens qui ont tout et qui viennent chez nous, où justement c'est gratuit, où il n'y a pas de différence. Pour donner un coup de main, ni de religion, ni de race, ça n'existe pas. Pas donner un coup de main, les sortir de la... Je me suis servi, moi, de la nuit pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire aider la jeunesse en difficulté. Il y a 20 ans, j'ai créé SOS Drogue International, et surtout maintenant, je viens en aide aux femmes, et ça s'appelle Habitat et Soins, qui, malheureusement, à travers tous ces déboires, sont malades et nous avons 2 maisons de fin de vie. Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent s'occuper et qui ne savent pas quoi Tous foutre... les bras sont acceptables, c'est ça Alexandre, vous êtes un peu le sage de la bande, d'après ce que disent vos propres copains. De quoi vous leur parlez? Comment vous faites pour essayer de leur dire, bon, la nuit, c'est bien, mais il faut aussi penser un peu à construire? Moi, personnellement, je travaille dans la nuit, si on peut dire travailler dans la nuit depuis l'âge de 16 ans. J'ai été RP pour les discothèques. Ensuite, je suis passé organisateur et ensuite, j'ai arrêté. Et je sors énormément donc avec toute mon équipe, si on peut dire ça comme ça, entre Julien, Romain, Harold, Lambert. Et il est important de savoir que la nuit, ça n'a rien à voir avec la journée, c'est un autre monde. La nuit, on croit la connaître, on ne la connaît jamais. On ne sait pas de quoi elle est faite, ça peut être vicieux, ça peut être bien. Selon les gens... Vous diriez qu'il faut se méfier, alors? Oui, il faut se méfier. Qu'est-ce que vous dites à Romain, par exemple, vous? De se calmer. On va entendre le témoignage de Monica. La famille de Monica vit dans le Paris chic. Ils passent leurs vacances tous les étés à Saint-Tropez et pas au camping. Son fils unique, David, a toujours eu de l'argent de poche, très jeune, 14-15 ans. Ça brille, c'est beau, jusqu'au jour où tout bascule. David se drogue dure, comme on a l'habitude de dire. Monica perd pied. Elle veut absolument essayer de sauver son fils. Elle a souhaité témoigner anonymement. Je suis allé l'interviewer. Elle se sent coupable. Pour elle, l'argent de poche qu'elle donne généreusement à son fils lui a servi à se détruire. La jeunesse dorée, c'est aussi ça, pas seulement, mais aussi. Alors Monica, bonjour. Vous avez découvert il y a maintenant 3 ans que votre fils se droguait. À l'époque, il avait quel âge? Et il s'est drogué très jeune, il avait 15 ans. C'est très jeune, hein? C'est très jeune. On parle de drogue dure, là, on parle pas de fumette. Non, on parle de drogue plus dure. La fumette, c'est quand même de la drogue. Et la fumette, c'est quand même de la drogue. Comment vous êtes rendu compte que votre fils prenait de la cocaïne? À son changement de comportement. Vous l'avez pris dans des circonstances quand même assez brutales, puisque c'est la police qui vous a appelé? J'ai eu, je dirais, le bonheur, la chance qu'il soit arrêté par la police en possession de cocaïne. Oui. Il est resté 24 heures en garde à vue et je suis allée le récupérer à la sortie de sa garde à vue. Là, vous perdez le fil avec votre enfant. Ouais. C'est très difficile. C'est là où ça devient très difficile. Quand vous apercevez vraiment que les choses sont là, qu'on est dans le mensonge, qu'on est dans la consommation de substances. C'était entré dans la vie de David? C'était entré dans sa vie, oui. Vous êtes tout de suite senti responsable? Bien sûr. Bien sûr. Quand votre enfant a 16 ans et qu'il consomme de la drogue, vous dites comment... Vous dites, j'ai raté quelque chose? Oui, comment moi j'en suis arrivée là. Ouais, c'était ça. Comment s'est passé l'examen de conscience? Difficile. Je me sens coupable et complice de cela. Voilà, c'est ça. Je crois que en fait, c'est ça. C'est d'avoir le sentiment d'être complice de cette consommation. Et ça, c'est quelque chose d'assez insupportable. Combien vous lui donnez d'argent de poche par jour à cette époque-là? C'était à la demande. Maman, je vais déjeuner avec un tel ou une telle. Il me disait que c'est parce qu'il invitait son ami. Alors il avait une petite copine. Maman, je paye pour... Mais bon, s'il sort avec sa copine, elle est bien. Vous voyez. Alors, et les combien, copines 50 étaient bien. €, 70, voilà, ouais, c'est ça. Est-ce que vous culpabilisez encore aujourd'hui quand vous repassez le film? Oui. J'ai encore des grands moments de culpabilité parce que je me sens toujours... J'ai toujours le sentiment d'avoir été complice de sa consommation. Mais qu'est-ce que vous avez loupé exactement? Je pense qu'à un moment, j'ai pas su voir qu'il commençait à se droguer. Si c'était à refaire, tout à refaire, Monica, vous pensez que vous changeriez l'éducation que vous avez donnée à votre fils? Probablement, oui. J'ai compensé un certain nombre de choses. Peut-être l'absence de son père, je l'ai compensé par trop de gentillesse, peut-être trop d'amour. Peut-être que je l'ai trop aimé, finalement. Et tous les signes d'amour qui vont avec, donc les facilités matérielles que vous nous avez dites, il savait vous embrouiller, votre fils. Vous charmez, je dirais. Vous charmez. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. J'espère que les parents s'y retrouveront. Merci.
Voilà, David va mieux, tout est rentré dans l'ordre. Il a aujourd'hui 22 ans comme vous, donc il travaille, il est à son compte, il a une petite entreprise qui marche très bien. Mais ce qui est arrivé chez Monica, ça peut évidemment arriver dans beaucoup de familles. Les parents doivent rester vigilants. Patrice, je vous pose la question, ce côté désemparé des familles qui n'ont pas su voir alors qu'elles ont l'impression d'avoir tout donné, vous comprenez ? On le voit de plus en plus souvent, cette confusion entre aimer et donner. Aimer et satisfaire les demandes immédiates. Et la difficulté pour bon nombre de parents à poser des limites, à dire stop à un moment donné, avec la crainte que leur enfant leur renvoie à la figure « je t'aime plus si c'est comme ça ». Je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui est à rectifier, que aimer, c'est respecter l'autre dans sa capacité à vivre et dans son incapacité parfois, et donc les risques qu'il a d'aller trop loin. Et il faut pouvoir limiter, parce qu'on voit bien dans tous les témoignages qu'il y a une sorte d'appel désespéré à des limites. Quand est-ce qu'on va me dire stop à un moment donné ? Je ne peux pas moi-même, qui va, par respect, par amour pour moi, me dire qu'il faut que je m'arrête. Ça inspire l'histoire de Monica et de son fils David, Julien ? Pas grand-chose, c'est une histoire assez commune, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas et on ne le sait pas. Que ce soit des proches de moi ou même moi aussi, j'ai eu tout le monde a touché à ça. Après, certaines personnes ne font pas la part des choses avec... Vous avez des copains qui sont partis en cure ? Non, pas spécialement en cure, mais bon, qui partent très loin dedans. Et qui ont du mal à redescendre ensuite ? Question de volonté, d'être bien épaulé après, peut-être. Merci d'être venu faire face et d'affronter la vie que vous vivez. Non pas que vous soyez malheureux, mais vous vous dites quand même qu'il faut peut-être trouver un peu une sortie aussi. Et pas une sortie le soir, une sortie horizontale. C'est un petit bilan, un mini-bilan qu'on peut faire alors que vous entrez tout juste à l'âge adulte. Vous faites quel mini-bilan de la première partie de votre vie ? Pas un beau bilan en tout cas. Pas beau ? Pas très bien. Pas fait d'études déjà tout de suite. C'est un petit handicap au jour d'aujourd'hui maintenant. Mais sinon, je regrette rien de tout ce que j'ai fait, quoi. Tout m'a plu. Ouais, la vie est encore devant vous, hein. On ne s'en rend pas bien compte quand on a cet âge-là. Mais ouais, non, j'ai encore le temps, vous avez par la suite. Vous avez le temps de rattraper ce que vous avez loupé. Voilà. Vous nous transmettrez nos amitiés à Romain. Oui, on essaiera si on le voit. Tout le monde l'aimait bien ici, Romain, c'est vrai, on aurait bien aimé le voir. Donc on le salue, j'espère qu'il nous regardera à la télé aujourd'hui, s'il est réveillé évidemment. Romain, donc accroche-toi, comme dirait Alexandre, et comme disent un peu tout le monde sur ce plateau, un petit conseil, ralentis un peu, et puis essaye de trouver d'autres moyens de t'amuser et de te réaliser. Nous allons enchaîner avec une toute autre histoire, l'histoire d'amour de Corinne et de Philippe, une histoire pleine de rebondissements, une histoire d'amour, ils se sont connus, ils se sont perdus, bref, on peut toujours espérer dans la vie, regardez. Le 8 septembre 1975, Philippe croise le chemin de Corinne, ils ont 16 et 15 ans, et tombent follement amoureux. On s'aimait éperdument, on pensait se marier, avoir des enfants. C'est vrai que je l'aimais. Pour moi, c'était clair et net, c'était elle, et puis c'était pas une autre. J'avais même pas besoin de chercher ailleurs. Philippe a déjà de grandes idées pour leur avenir. Il veut s'installer avec Corinne, fonder une famille et rentrer dans la police. Il doit d'abord faire son service militaire. Corinne a 17 ans et pour elle, tout va trop vite. Quand il est rentré de l'armée, en fait, j'avais pris des esprits d'indépendance et là, c'était à nouveau rentrer dans quelque chose qui me faisait un peu peur, quoi. C'était trop carré. Elle avait besoin de plus de liberté, je pense. Et c'est peut-être ce que j'ai pas compris ou pas voulu comprendre. Donc, après mon service militaire, 3 mois après, ça a été le clash un soir. Elle m'a dit bon, que c'était fini, quoi. Quand je l'ai quitté, je vais pas dire que je l'aimais plus, c'est pas vrai. Je l'aimais. Mais en fait, il me demandait de trop. Corinne et Philippe se séparent et Corinne devient la femme d'un autre homme. J'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, j'ai cru que tout allait bien, j'étais heureuse. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais fait une très très grosse erreur. On n'était pas du tout complices, on voyait pas la vie de la même façon. Et il y avait des moments où je me disais, je serais avec Philippe, ça se passerait pas comme ça, on ferait pas comme ça, on vivrait pas la vie comme ça. Donc il est arrivé un moment où ça n'a plus marché. Philippe se marie lui aussi, mais chacun dans leur nouveau couple ne peuvent s'empêcher de penser l'un à l'autre. À chaque fois que j'avais un coup de blues, c'est Corinne qui me revenait. Je pensais à elle, ça durait 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Après, ça se tassait un peu. Et puis, ça revenait de plus en plus fréquemment. Vous faites tout pour côtoyer la jet set. Vous avez fait ou reçu un don d'ovocytes.
Votre identité a été usurpée. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Jonathan. Selon les docteurs, il est mythomane depuis l'âge de 7 ans. Je suis tellement dans mon trip que je me rends pas compte que je fais du mal aux autres, quoi. Et si on ne croit plus à son mensonge, qu'est-ce qui se passe alors? Quand on dit à Jonathan, tu n'as pas dit la vérité. C'est l'effondrement pour Jonathan. Et aussi l'histoire de Virginie, amoureuse d'un homme en pleine santé qui lui faisait croire qu'il souffrait d'un cancer. J'ai du mal à me dire que tout était mensonge. Tout. Ça voudrait dire que, effectivement, dans ce cas-là, je le connais pas. C'est qui cet homme? Ça voudrait dire qu'il ne vous a jamais aimé aussi? Ça voudrait dire ça aussi, ouais. Ou encore l'histoire de Sandrine qui croyait avoir trouvé son prince charmant sur Internet. Et le premier soir où il m'a appelé, j'ai décroché, puis je l'ai écouté parler, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est un papy. Il avait trop une voix de vieux. À ce moment-là, on regarde la photo. C'est pas possible, ça va pas ensemble. Et puis Isabelle Carré racontera son histoire face au public. Moi, j'ai le droit de rajouter encore quelque chose. Bien sûr, tout ce que vous voulez. Parce que j'ai pas parlé d'une autre association. Je sais que ça fait beaucoup, mais ma grand-mère s'occupant de 11 associations, moi que de 3, je me dis ça va, ça reste... C'est héréditaire, donc... Voilà. On a Philippe et Corinne de venir nous rejoindre ici sur ce plateau. Les jeunes mariés. Bonjour Philippe, enchanté. Bonjour madame. Asseyez-vous, on va se serrer. Quelle histoire incroyable, non? Oui, peut-être. Vous arrivez à croire que c'est votre histoire? Oui, c'est notre histoire. Vous n'étiez pas amoureuse de l'homme que vous avez épousé? Je vais pas dire que j'étais pas amoureuse, mais j'avais pas le même amour que j'ai pour Philippe. Vous étiez plus dans les convenances du couple tel qu'on l'imagine? Oui, oui. J'étais surtout... je faisais en sorte que tout aille bien. Combien de temps il a duré ce mariage? 21 ans. Et le vôtre? 20 ans. Et pendant ces 20 ans, c'est quand même un morceau de vie, n'est-ce pas Julien? Pendant 20 ans, vous pensiez l'un à l'autre? Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pensé à lui. Parce que bon, j'ai quand même construit une vie avec un autre homme, j'ai fait des enfants. Hein. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais c'était ma vie. Bon, il est arrivé un moment où ça n'a plus marché parce que l'homme avec qui je vivais ne correspondait pas à ma vie future. Mais bon, il me fallait autre chose, quoi, parce que je suis quelqu'un de... peut-être un peu avec un caractère très, très fort. Vous ne pensiez pas à lui précisément? Si, il y a eu des moments où dans ma vie où où j'ai eu des tracas et en fait c'est à lui que je pensais. C'était un grand amour de jeunesse? C'était un très grand amour de jeunesse. Vous étiez en contact encore? Non, on n'a jamais été en contact. Si, deux, trois fois, oui, mais bon, c'était au téléphone, quoi, mais c'était pas... Pour vous dire quoi? Philippe, il parle aussi ou Ouais, vous avez enfin trouvé quelqu'un qui vous convient, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est ça? Non, je crois pas. Non, elle m'a téléphoné 2-3 fois quand j'étais au travail parce qu'elle m'a dit après que ça allait déjà pas dans son couple et qu'elle recherchait peut-être quelque chose à qui se raccrocher ou à quoi se raccrocher. Mais à l'époque, moi j'étais marié, mon couple marchait très très bien, j'avais une petite fille. Vous vous sentiez bien, quoi? Oui, je me sentais bien. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci. Donc elle me téléphonait, j'étais content de l'avoir au téléphone, mais je pense pas que si elle m'avait demandé de tout quitter pour elle, à l'époque où elle m'a téléphoné, non, vous étiez bien parti dans une autre vie, quoi. Voilà, j'étais bien parti. Mais à l'époque, c'est elle qui vous a éloigné? Oui, de toute façon, c'est elle qui est partie. Et bon, je crois que pendant un petit moment, j'en ai quand même voulu. Donc après 20 ans, l'un sans l'autre, Philippe et Corinne se sont retrouvés. Qui a fait le premier pas? Comment ça peut se passer, les retrouvailles, 20 ans après? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des souvenirs de leur amour de jeunesse et qui sont en train de s'imaginer exactement ce dont on parle. La réponse est en image. « 20 ans et 2 enfants plus tard, Philippe met un terme à son mariage. Une seule pensée l'obsède, retrouver Corinne, celle qu'il n'a jamais pu oublier. Et un beau jour, Philippe m'a téléphoné. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit « c'est Philippe ». Il y a eu un grand silence. Ça a été les palpitations du premier amour. Je sais pas comment on peut expliquer ça. C'était comme si on s'était jamais quitté. Et là, on a décidé de rattraper le temps perdu. Donc j'ai pris un billet de train et je suis remonté jusqu'à Lille. Elle est venue me chercher à la gare. Et la première chose qu'on a fait, c'est direction l'hôtel. Comme deux ados insouciants, Corinne et Philippe se retrouvent, mais Corinne est encore mariée.
J'ai dit, moi, je peux plus rester, je peux plus, c'est plus possible. C'est pas possible parce que je suis la femme d'un seul homme et moi, il n'était pas possible de continuer à vivre avec mon ex-mari, à dormir avec lui en sachant que j'avais Philippe. Moi, c'était pas possible. C'était soit l'un, soit l'autre. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas venir me chercher ou est-ce que je reste avec lui? Il m'a dit, non, non, moi, maintenant, je t'ai retrouvé, je vais te garder. Donc, il est venu me chercher, je suis partie. Voilà. À nouveau réunis depuis 4 ans, la petite Hélène, fruit de leur amour, symbolise 20 ans plus tard ce bonheur retrouvé. C'est toi, le petit amour à maman. Hein, il y a papa. Hein? Ah, il y en a qui le disent. Je vais retrouver mon amour de jeunesse, et puis il y en a qui le font, quoi. Oui, voilà. C'est lui qui vous a appelé? Oui, c'est lui qui m'a appelé. Vous y attendiez? Non, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de bénévolat. Et en fait, il m'a appelé lors d'une réunion de parents d'élèves. Et bon, et je lui ai dit, bon, je t'accorde 5 minutes, mais bon, les 5 minutes... Sympa, terre d'accueil, hein. Non. Les 5 minutes ne sont pas durées 5 minutes, ça a duré 2 heures au téléphone. Pratiquement, oui. Et après, quand je suis rentrée chez moi le soir, je l'ai rappelée. Il a fallu puiser dans votre courage, non, pour l'appeler? Non seulement elle vous avait quitté méchamment 20 ans plus tôt. Non, pas méchamment. Ouais, enfin, elle vous avait quitté durement 20 ans plus tôt. Durement, oui. Mais en plus de ça, et bon, voilà, le temps était passé, vous aviez chacun votre vie. Comment vous avez trouvé le courage en vous de passer ce coup de téléphone? Je venais de divorcer. Et puis, je voulais pas rester seul. Je voulais donc... j'ai commencé à... Dis donc, ça sent le grand amour, je voulais pas rester seul. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme numéro de téléphone? En fait, j'ai mis beaucoup de temps à la rechercher. Il a fallu que je passe par ses copines quand elle était enfant, qui m'ont donné des numéros de téléphone. Il a fallu que... C'est ça qu'elles veulent, les femmes, qu'on vienne les chercher. Sur un cheval blanc de préférence. Oh non, oui, mais... non, là, c'était pas un cheval blanc. Non, c'était une voiture grise. Bon. C'est bien aussi. Autre temps, autre mœurs. Donc, j'ai eu pas mal de difficultés à la retrouver, mais quand je l'ai retrouvée... Vous étiez décidé, vous? Oui, j'étais décidé. Il fallait que je la retrouve. De toute façon, moi, quand ça commençait à mal tourner dans mon couple, c'est à elle que j'ai pensé tout de suite. Donc déjà, c'était enfoui au fond de vous, c'était pas quelque chose qui était complètement éteint. C'était pas irrémédiable. Qu'est-ce que vous lui avez dit au téléphone pour lui faire comprendre que c'était plus que simplement un coup de fil pour prendre des nouvelles, quoi? Non, je lui ai dit, bon, ben voilà, si tu es encore amoureuse de moi, je suis libre. Je viens de divorcer, donc... Imaginez, 20 ans plus tard, ça doit faire drôle. Oui, non, j'ai appelé et j'ai dit, bon, c'est Philippe. Alors déjà, au début, il y a eu un grand silence. Et elle dit, Philippe comment? Voilà, c'est ça. Philippe comment? Et j'ai dit... Et Philippe, moi, Philippe. Donc là, elle s'est rappelée et effectivement, le coup de fil, elle m'a dit, je suis dans une réunion de parents d'élèves. Ça devait durer effectivement 5 minutes et ça a duré 2 heures. Ce qui a été assez difficile après pour les notes de téléphone. Oui, ça a été très difficile. Vous êtes vu combien de jours après ce coup de fil? J'ai téléphoné le 2 mai et je suis parti à Lille le 20 mai. Donc 18 jours. Il était quelle heure? Je vais vous le dire, j'ai pris l'avion à 7h du matin, je suis arrivé à Paris à 10h, j'ai pris le TGV et à midi j'étais à Lille. Vous faites quoi dans la vie? Fonctionnaire de police. Ah, on se voit que vous avez le sens Ah oui, c'est... Vous imprimez bien, vous. Hein. Oui, c'est clair, c'est net et réglé. Peut-être de trop, c'est pour ça. Donc vous êtes venu la chercher, vous ne l'aviez pas vue depuis 20 ans et vous vous êtes dit si on allait à l'hôtel. Ah oui. C'est normal. J'ai téléphoné 2 jours avant, je lui ai dit tu me cherches un hôtel. Parce que je viens pour une semaine carrément, donc... J'arrive à l'abriter chez moi. Et c'est reparti comme au premier jour ou pas? Comme au premier jour, comme si on s'était jamais quittés. Et là, depuis qu'on est ensemble, c'est comme si, pareil, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Les 20 ans, vous n'avez pas été ensemble, finalement, ça compte pas? Bon, il y a les enfants qui... Bon, c'est sûr qu'on a des enfants chacun d'un côté, donc ces enfants, ils font voir qu'il y a eu une autre vie ailleurs, mais bon, c'est comme si on s'était jamais quittés. Et en plus, bon, moi, j'étais adoptée par sa famille déjà d'avance, donc quand je suis réapparue, j'étais la belle fille, quoi. Ils ont un grand cœur, hein, parce que le cœur qui a des souvenirs comme celui-là. Oui, j'ai eu quelques soucis avec un beau-frère qui dit. Bon, au départ, il y a quelqu'un dont vous n'avez pas parlé, c'est le mari. Lui, il s'en foutait, votre mari, non? Non, il s'en foutait pas trop. Non, il s'en foutait pas du tout même. Ah bon. Non, il a été malheureux, lui? Je crois pas. Il était très colérique, donc la colère a été plus forte. Hein, parce qu'en fait, bon, qu'on utilise quelqu'un pendant 20 ans et puis qu'au bout de 20 ans, cette personne, elle s'en va sans rien dire, c'est un peu embêtant, quoi. Ah oui, là, vous êtes en train de parler de vous, là. Hein. Non, mais moi, je suis partie... Bon, c'était comme ça, c'est tout. Il fallait le faire? Il fallait, voilà. Évidemment, c'est rien contre ce monsieur, et surtout pas contre vos enfants que vous adorez. Non. Mais vous dites, c'est quand même 20 ans de perdu, 20 ans de gâchés? Oui.
J'ai perdu 20 ans de ma vie parce que j'étais avec quelqu'un qui ne me convenait pas du tout. Mais bon, comme j'adorais les enfants par ma profession, et bon, ces enfants, c'est moi qui les ai voulus. C'était pas nécessaire cette durée pour pouvoir vous retrouver aussi bien qu'aujourd'hui? Je crois que bon, si on s'était peut-être mariés à l'époque, peut-être qu'on aurait divorcé. Bon, on ne sait pas ce que la vie peut réserver à chacun. Comment vous rattrapez le temps perdu aujourd'hui? Il y a cette petite fille qui n'est pas avec nous et pour une bonne raison, elle a la varicelle. Quelle est la leçon de cette histoire? La petite leçon? Qu'il faut des fois, quand on est malheureux, il faut s'arrêter. C'est pas la peine. S'il y a quelqu'un d'autre qui vous ouvre une porte et qui vous engage à y aller, même 20 ans après, c'est sûr que vous aurez toujours des remords parce que il y a des choses qui se sont construites, même avec l'homme que vous aimez plus. Lui avec sa femme aussi, parce qu'il y a les enfants. Mais moi je crois qu'il faut pas hésiter. Puis l'autre leçon, c'est qu'en amour, il faut pas lâcher l'affaire. Merci d'avoir été avec nous. On applaudit chaleureusement Corinne et Philippe. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon après-midi. Au revoir.